Bonjour à tous, bienvenue pour ce débat qui a pour thème les meilleurs logiciels de prévision. Alors je ne sais pas si à l'issue de ce débat nous saurons quels sont les meilleurs logiciels de prévision, mais nous allons en tous les cas essayer de comprendre à quoi ça sert, quelles sont les bonnes questions à se poser lorsqu'il s'agit d'investir dans un outil de prévision. Quelle différence, par exemple, y a-t-il entre le prévisionnel et le prédictif? Enfin voilà, tout un tas de questions auxquelles vont répondre nos experts, à qui je vais demander de bien vouloir se présenter, en commençant par mon voisin de gauche. Bonjour à tous. Donc Fabien Grattemin, ASAP. Depuis 7 ans, donc chez l'éditeur ASAP au niveau des ventes et du commerce. Depuis peu en direction de la société au niveau de la direction générale. Et donc ASAP, une plateforme de pilotage des flux global, prévision de la demande, planification, distribution. Merci. Thomas. Bonjour, Thomas Moreau. Merci pour donc associé au sein du cabinet Adameo, qui est un cabinet de conseil spécialisé en supply chain. Merci Jean-Philippe pour cette invitation et pour contribuer à ce débat. Et donc Adameo est un cabinet de conseil spécialisé en supply chain, avec différents axes d'intervention, les opérations, les systèmes et les hommes. Et dans le cadre des systèmes, eh bien, on est en train justement d'écrire un livre blanc sur les logiciels de prévision. On pourra du coup alimenter le débat avec quelques éléments de ce livre blanc. Et puis prendre un certain nombre d'informations aussi, j'imagine. Hein, Exactement, l'objectif c'est de diffuser et de transmettre. Johan. Bonjour Jean-Philippe, merci pour votre invitation. Donc, Johan Gallard, je suis chef de produit Supply Chain Planning chez VIF. Donc VIF, c'est un éditeur et intégrateur de solutions basé dans la région nantaise. Donc on équipe historiquement les industriels de l'agroalimentaire, mais également les industries de process. Voilà, on équipe des PME, des ETI, des grands comptes. Tous segments. On a une offre globale de supply chain planning qui va de la prévision dont on va parler aujourd'hui, mais qui passe aussi par le SNOP, la planification opérationnelle, des approvisionnements et même l'ordonnancement fin. Voilà. Co-fondateur de Colibri, ça fait 8 ans que je suis dans la société. J'ai la casquette aujourd'hui de responsable partenaire. Colibri, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de logiciels pour répondre aux problématiques des PME essentiellement, supply and demand planning, nativement cloud. Et on pourra creuser un petit peu le sujet ensemble. Merci. Alors, pour commencer, une question un petit peu bateau, c'est quoi une bonne prévision? Qui souhaite répondre? Je peux commencer si vous voulez. Pour moi, une bonne prévision, c'est une prévision déjà qui permet de supporter les différents processus qu'elle irrigue. En fait, la prévision, c'est pas une fin en soi. La prévision, ça sert toujours à quelque chose. Donc, on peut citer les processus de planification, typiquement, qui sont les premiers clients des processus de prévision. Planification de production, de distribution, d'approvisionnement, par exemple, les processus budgétaires. On mesure la qualité d'une prévision, finalement, à la qualité de ce qu'elle apporte pour ces processus-là. Il y a un deuxième thème, pour moi, qui qualifie bien une bonne prévision, c'est aussi, nous, on équipe beaucoup de PME, c'est aussi une prévision rentable pour nos clients. Nous, on a beaucoup de clients PME, finalement, qui ont parfois des demi-postes de prévisionnistes ou qui n'ont pas forcément les moyens d'investir massivement dans les outils, les processus prévision. Donc il y a une notion de rentabilité aussi sur la bonne prévision, par rapport à la valeur ajoutée qu'elle peut apporter. Voilà. Je suis assez d'accord, il faut qu'avant tout elle soit utilisée, parce que faire de la prévision pour faire de la prévision, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Il faut aussi qu'elle soit compréhensible par l'utilisateur, il faut qu'il ait confiance dans la donnée qu'il a et qu'elle soit modifiable. Je pense que c'est un des sujets qu'on abordera ensemble, l'algorithmie, mais voilà, que l'utilisateur ait la main à la fin pour pouvoir finalement prendre la décision de cette prévision et mesurer l'incertitude de cette prévision, c'est également clé pour être une bonne prévision, selon nous. Prévision, c'est une prévision fiable, qui est juste, précise. Il y a cet aspect-là, nous on a vu une évolution effectivement aussi à ce niveau-là depuis ces 2 dernières années. C'est-à-dire qu'avant on disait la bonne prévision, c'est une prévision qui se mesure, qui se calcule, quelque chose d'assez académique. Ouais. Ça reste évidemment le cas et c'est essentiel de la mesurer. Mais ce qu'on a vu beaucoup aussi chez ASAP depuis ces 2 dernières années, c'est l'évolutivité et l'adaptabilité de la prévision. C'est-à-dire finalement, on est obligé en permanence de réfléchir à son utilisation et l'échéance à laquelle on doit l'utiliser, puisque ce n'est pas une fin en soi. Et donc les horizons ont beaucoup évolué, l'horizon d'approvisionnement, l'horizon de planification avec les aléas actuels. Et finalement, les sociétés agiles réfléchissent à comment l'adapter et comment s'adapter en fonction. Donc vraiment, quelque part, une bonne prévision, c'est également celle qui sait s'adapter en ce moment. C'est ce qu'on a vu.
Moi, je vais faire un peu la synthèse de tout ce qui a été dit admirablement. C'est qu'il n'y a pas de bonne prévision, en fait, mais en revanche, avoir une prévision est indispensable. Et donc, il faut accepter d'avoir des informations qui ne sont pas tout à fait justes ou fiables. Et les outils permettent de simplifier la vie de ceux qui doivent justement la produire, cette prévision. Et ça, c'est un élément essentiel parce que ça fait gagner du temps. Et ça permet d'avoir plus de fiabilité petit à petit et de nourrir l'ensemble des process. Donc, il faut vraiment être assez à l'aise sur le fait que la prévision ne sera pas juste, mais d'ailleurs l'écart entre prévision et réalisé se mesure, et c'est quand même un des éléments qui permet de piloter la façon dont les commerciaux remontent les informations. Donc c'est un élément qui est essentiel, qui est erroné par essence, qui irrigue l'ensemble des process. Et les outils permettent d'alléger, de faciliter la tâche et de diffuser cette information au sein de l'ensemble des organisations. En tant que consultant, vous avez le sentiment que toutes les entreprises ont déjà un outil en interne, ou alors il y en a beaucoup encore qui font les prévisions sous Excel? Super question. Alors, on va voir au cours du déroulé en fond d'écran, on est en train on est en train de mettre la touche finale à un livre blanc sur les logiciels, donc les APS et les logiciels de prévision. Et donc il y a une cartographie que les participants pourront visualiser au cours de l'échange. Aujourd'hui, le plus gros concurrent des APS, c'est Excel. Donc c'est ce qui équipe majoritairement l'ensemble des entreprises. Donc il y a un niveau de maturité sur ces solutions qui est finalement relativement faible par rapport au TMS ou au WMS. Voilà, là vous avez la cartographie. Et on a essayé de structurer et de vulgariser pour que la communauté supply chain, dans son ensemble, puisse un peu mieux appréhender les couvertures fonctionnelles de ces outils, les différents acteurs en présence et à quoi ils répondent. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le principal concurrent de l'ensemble des éditeurs, c'est Excel, puisque beaucoup d'entreprises produisent, réalisent, suivent les prévisions dans cet outil-là. Alors, encore une question un petit peu très, très générale, mais qui mérite quand même qu'on y revienne. Ça sert à quoi vraiment de prévoir, d'avoir une bonne prévision ? On entend beaucoup ces derniers temps un discours, on est dans un monde volatile, un petit peu incertain, à quoi ça sert finalement de prévoir dans ce monde-là ? Moi je dirais que je prendrais le schéma inverse, c'est-à-dire que dans ce monde incertain, il faut 2 fois plus prévoir que d'habitude, notamment pour établir des scénarios tout simplement. C'est vrai qu'il y a un contexte géopolitique qu'on connaît en ce moment qui est très instable, avec des impacts sur toute la chaîne logistique. Il y a eu le Covid, évidemment, avec lequel on n'a pas tout à fait terminé. Et donc, il faut faire des scénarios, et un scénario haut, un scénario bas. Et donc, plus que jamais, il faut faire de la prévision, j'allais dire, dans ce monde incertain, pour faire de l'analyse de sensibilité sur l'impact des différents scénarios de prévision sur l'industrie, sur l'industrie ou sur l'approvisionnement au sens large. Donc, il faut vraiment prendre le contre-pied, je pense, de ce discours ambiant qui est pourquoi en faire à la limite. Moi, je dirais qu'il faut en faire 2 fois plus, paradoxalement. On a vu monter un aspect peut-être plus structurer les process également financiers ou le budget. C'est-à-dire que finalement, il y a à la fois le fait de prendre la bonne décision d'un point de vue de l'approvisionnement, de la planification industrielle, d'enjeux très supply, logistique. Et puis peut-être, on a quelques exemples chez ASAP de clients qui font vraiment monter, qui fédèrent le processus budgétaire de l'IBP, des choses comme ça, pour finalement venir encore donner plus de poids à cette fonction et à la personne qui l'anime, qui effectivement peut être dans certains cas à mi-temps. C'est pas un job forcément à temps plein dans les PME ou les ETI. Et dans ce cas-là, ça monte en puissance au niveau effectivement de la visibilité en interne de la prévision et ce qu'elle fait au niveau même budgétaire, financier. Je rappelle que l'IBP, c'est intégrer une dimension financière au sein du qui est vraiment une tendance de fond, une tendance intéressante qui va encore plus donner de poids en fait au schéma de prévision. Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut prévoir pour réduire l'incertitude. Nous, avec Colibri, on a pensé l'outil nativement collaboratif parce que l'idée aussi de réduire cette incertitude, c'est de partager la prévision et pas avoir le prévisionniste qui est tout seul dans son coin, qui va porter sur ses petits bras la décision d'acheter ou de sous-traiter. Donc l'idée aussi, c'est de collaborer, de diluer la prise de décision de cette prévision et ainsi réduire l'incertitude. Donc faire des scénarios hauts, bas, avoir les inputs des commerciaux, du marketing sur les lancements de produits et donc mitiger le risque ensemble en interne et éventuellement en externe avec des distributeurs ou nos fournisseurs. Satisfaire les demandes tout en réduisant le niveau de stock. Je confirme, j'ai à chaque fois confirmé les propos, ou en tout cas apporter de l'eau aux propos des uns des autres, mais
Le côté collaboratif est un élément essentiel, puisque par essence, la planification, le SNOP, ce sont des processus collaboratifs et qui, malheureusement, et dans les entreprises, on constate quand même beaucoup de fonctionnement en silo. Donc, on nous sollicite beaucoup chez Adameo pour aider à décloisonner, et l'outil aide ou contribue à fluidifier la transmission de l'information au sein des différentes organisations de l'entreprise, et également le côté modélisation, simulation est de plus en plus prégnant ou important dans les sollicitations que l'on a et dans les demandes en termes d'outillage. Je vais chercher à mettre en place un outil, mais j'ai besoin de pouvoir simuler, modéliser quasiment temps réel des choix, des arbitrages en termes d'allocation de mon stock, de ma production, d'un client. Et donc tout ça est nourri, encore une fois, par la prévision, et doit intégrer une notion financière, donc ça rejoint l'IBP, et a vocation à de plus en plus, ce n'est plus qu'un outil de direction, de direction supply, ça devient un outil de direction générale. Et je trouve que ça, c'est une évolution assez récente, et je trouve qui est vraiment intéressante pour la fonction supply, pour les outils APS, en termes de positionnement, et d'aider vraiment l'entreprise dans des choix stratégiques. Alors, la prévision s'appuie beaucoup sur des historiques. On l'a vu, c'est compliqué, parce qu'effectivement, quand il y a des événements imprévisibles, des conflits, des pandémies, voilà, c'est pas prévu dans les historiques, et donc il faut faire avec. Mais il y a aussi d'autres cas où on ne peut pas s'appuyer sur les historiques, c'est par exemple le lancement de nouveaux produits. Alors comment on fait pour prévoir quand on lance un nouveau produit, par exemple ? Il faut déjà... c'est pas forcément qu'on n'a pas d'historique. Quelquefois, on en a sur des historiques, sur des articles qui ressemblent, ou des choses comme ça. Quand on lance un nouveau produit, il y a deux grands cas pour moi. C'est effectivement le produit disruptif. On peut citer, je sais pas moi, la box Sodebo, quand ils ont lancé cette gamme de produits, c'était complètement nouveau sur le marché. Donc là, évidemment, l'affaire, c'est plutôt une affaire de projection, étude de marché, marketing. L'input, il vient certainement pas des historiques, il vient pas non plus d'une autre gamme de produits similaires parce qu'on n'a pas de référentiel. On a aussi très souvent des historiques, non pas sur la gamme de produits en elle-même ou le produit à lancer, mais sur des produits similaires qu'on a pu faire par le passé. Donc c'est important dans les outils de prévision d'avoir une base de connaissances de ces produits similaires sur lesquels on peut s'appuyer. C'est très vrai aussi sur la promotion. Voilà, la promotion, on peut avoir aussi des historiques existants. Ça veut dire que dans l'outil, ça c'est... C'est des choses qui sont complètement dans les outils, effectivement. La première vocation, nous, dans notre outil, par exemple, la dimension promotionnelle, on pourra y revenir, mais dans l'agroalimentaire, c'est un sujet clé. On a une base de connaissances promotionnelles à partir de laquelle on peut bâtir des scénarios d'impact, finalement, pour le futur. Voilà. D'accord, oui, c'est le même sujet. C'est un vrai sujet. Sur le même sujet, c'est vrai que je rejoins ce que vous dites. Et sur le même sujet, je dirais qu'il y a aussi l'aspect, là aussi, fédéré en interne. C'est-à-dire finalement, le vecteur de la prévision fait que on va avoir un échange qui a finalement déjà une mine d'informations, pas forcément très structurée en interne de nos clients pour dire, ce lancement produit va s'apparenter effectivement à tel autre, ou même les réflexions en amont de positionnement produit et marketing. Donc ça, c'est un premier axe. Et effectivement, le deuxième axe, on a, je pense, peut-être l'occasion plus tard d'échanger là-dessus. C'est des axes plus, on va dire, d'intelligence artificielle ou de machine learning sur lesquels il y a des solutions finalement assez intéressantes pour réfléchir à ces cas-là dans des aspects finalement de data, de clustering ou d'approche, on va dire, complémentaire au niveau de la data. Mais on ouvrira, je pense, ce chapitre également peut-être un peu plus tard. Exactement, et autour de tout ça, en fait, deux aspects. L'approche budget top-down, où on a une prévision macro avec du mimétisme, ou l'IA. Dans tous les cas, je pense qu'il y a quand même besoin de partager cette information, la collaboration. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu aussi, c'est souvent le marketing qui, dans son coin, fait la prévision de lancement, qui va dire à la supply, voilà ce qu'on prévoit de vendre. Et voilà, il y a vraiment aujourd'hui aussi besoin de collaborer, quel que soit l'input, que ce soit de l'IA ou du mimétisme, de collaborer avec différents acteurs. C'est fondamental. Et dans la cartographie, dans les entretiens qu'on a pu réaliser avec un certain nombre d'acteurs, ce qu'on peut noter, c'est que certains, en fonction de leur positionnement marché initial, agro, retail, industriel, ont une orientation un peu plus particulière et donc intègrent de façon plus native, pas simplement l'intégration de nouveaux produits, mais également, par exemple, la gestion promotionnelle. Ça, c'est un élément qui vient bouleverser pas mal la prévision. Et est-ce que ça cannibalise ? Est-ce que c'est de la vente incrémentale ? Est-ce que quand j'ai un nouveau produit, je fais de la promo aussi ? Et donc, voilà, en fonction des outils, certains ont davantage de fonctionnalités ou
une couverture ou une agilité ou une capacité à intégrer typiquement la promotion de plus ou moins importante en fait. Ça veut dire qu'il y a des outils qui sont spécialisés par exemple par marché, des outils qui seraient plus à l'aise dans le domaine industriel, d'autres plus à l'aise sur des secteurs verticaux bien précis, l'agroalimentaire par exemple. Effectivement, je peux témoigner. Ça, c'est sûr que nous, on est un bon exemple. Alors, on fait de l'agroalimentaire, mais on fait aussi des industries de process au sens large. Mais si on parle de l'agroalimentaire, moi, il y a 2 grands thèmes qui me viennent en premier. Effectivement, c'est la promotion. On en parlait, nous, chez certains de nos clients. La promo, c'est des effets x3, x4 par rapport à la baseline habituelle. Donc évidemment, c'est incontournable. Il y a des gammes qui sont plus ou moins animées. Et puis l'autre sujet qui me vient juste derrière, dans l'agroalimentaire, c'est vous avez la moitié du marché qui est sur des produits frais. Ouais. Donc les méthodes traditionnelles de prévision, j'allais dire mensuelles, voire hebdomadaires, peuvent toucher leurs limites sur ces contextes-là. Quand vous avez des durées de vie internes à 3 jours, vous êtes obligé d'aller jusqu'à de la prévision journalière. Avec des méthodes et de l'outillage particulier pour gérer cette prévision journalière. Voilà. Ils sont obligés de réactualiser leurs prévisions tous les jours parce que la durée de vie de leurs produits leur impose ça finalement. Ouais. Donc là, il y a des vraies spécificités. Donc ça, nativement, c'est prévu dans l'outil. Nativement, c'est présent, nous, évidemment, dans nos outils. Voilà, effectivement. Ouais, complètement. Oui. Il y a bien un aspect fonctionnel, effectivement, logiciel. Il y a aussi un aspect métier, accompagnement. C'est-à-dire que là, c'est aussi la dimension... nous, on est éditeur et intégrateur. Effectivement, dans les équipes, on va avoir un savoir-faire métier, un savoir-faire sur l'utilisation effectivement d'un panel de fonctionnalités logicielles, mais également une approche du consultant pour apporter des best practices, comme on peut dire, ou en tout cas un recul, un retour d'expérience pour guider et structurer en fait l'utilisation et donc à la question finalement est-ce qu'on peut être verticalisé? Oui, forcément, sans doute un peu. Et aussi, je pense, on peut avoir une approche métier et consulting également très adaptée en fonction de certains marchés cibles. Dans le cas d'ASAP, marché également de l'agroalimentaire, du process et de la distribution, où vraiment on a des savoir-faire particuliers sur ces 2 marchés qui sont les marchés focus, effectivement. Ouais. En fonction de la taille du client aussi. Également. Les méthodes de déploiement, effectivement, ne sont pas forcément les mêmes chez une petite structure. On va être plus en mode guidé finalement pour déployer vite. Les horizons ne sont pas les mêmes, les structures ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas forcément de DSI. Les méthodes de déploiement ne sont pas forcément les mêmes. Oui. Chez Colibri, vous avez une spécialisation? On va dire qu'on on va pas aller aussi loin que certains de nos confrères sur la partie agro, mais je pense que tous les clients, quel que soit leur secteur, que ce soit l'agroalimentaire ou autre, quelle que soit la maille de travail, à un moment donné, on a besoin de faire de la prévision sur le long terme. Le sujet, c'est pas le S&OP, mais vous avez bien vu ce qui se passe en Ukraine. Quand il va falloir trouver des routes, des sourcings alternatifs sur des produits, il faut faire de la prévision sur 18, 24 mois. Donc, effectivement, on ne va pas aller aussi loin que certains de nos confrères. Par contre, on va pouvoir adresser toutes les problématiques de clients qui ont besoin de faire la prévision de long terme collaborativement. Sans parler de spécialisation, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a des outils qui sont plus adaptés à des PME et d'autres plutôt à des grosses sociétés Notre point de vue chez Colibri, clairement, c'est ça, oui. Clairement, nous, on est nativement PME, puisqu'on a pensé l'outil pour qu'il lève tous les freins que les PME peuvent rencontrer. Les PME n'ont pas les mêmes problématiques que les grands groupes, que ce soit financier, que ce soit en termes de temps humain pour mettre un projet, d'infrastructure. Donc, clairement, la réponse, elle est oui, selon nous. Nous, sur Colibri, on a essayé de faire en sorte que le ROI, c'est le mot qui revient le plus souvent chez nos clients PME. Et pour pouvoir atteindre un ROI, il y a deux vecteurs, diminuer l'investissement, diminuer le temps de mise en place. Donc, notre philosophie, c'est que oui, clairement, il y a des outils qui sont dédiés PME avec une approche bien différente de celle qu'on pourrait avoir sur les grands groupes. Thomas, il y a un aspect aussi, quand on parle de prévision, qu'on n'aborde pas toujours, mais qui est très important aussi, parce qu'il y a l'outil, mais il y a aussi le prévisionniste qui est derrière. Je pense que c'est peut-être un aspect sur lequel on pourrait revenir. Oui, on l'aborde dans notre livre blanc. C'est finalement le changement humain lié à ces nouveaux outils, à ce rôle un peu d'interface et d'agrégat d'un ensemble d'informations qui doit également, donc c'est des capacités ou des compétences humaines importantes, mais il y a également le côté connaissance métier, de pourquoi est-ce que je le fais, de quelles informations j'ai besoin et à quoi ça sert dans l'ensemble de ma chaîne logistique, et également l'exploitation de la donnée. C'est-à-dire qu'on a parlé à un moment des différents outils, c'est souvent Excel qui est en place. Là, on commence à mettre des outils qui sont assez intelligents, qui peuvent avoir de l'algorithmie,
Et donc, on n'a pas besoin peut-être de data scientists, mais on a besoin de personnes qui sont un peu acculturées quand même au traitement de la donnée, à la compréhension de ce que permettent ces outils, et pour pouvoir avoir une exploitation qui soit vraiment pertinente. Sinon, on met une Ferrari aux mains d'un bébé qui ne sait pas finalement la piloter. Donc, clairement, le côté humain est un élément qui est très important dans le cadre d'un projet de mise en place d'APS ou de logiciel de prévision. Oui, interpréter. L'outil ne remplace pas le prévisionniste. L'outil est là simplement pour agréger. Il lui permet d'avoir davantage de valeur ajoutée. Au lieu de faire des tâches répétitives et finalement moins intéressantes, on va avoir de la gestion d'alerte. Et du coup, le prévisionniste va pouvoir se concentrer sur les quelques sujets à traiter et qui nécessitent justement d'interagir au sein de l'organisation. Et donc là, il a un vrai rôle qui est plus intéressant. Donc il y a une vraie évolution de ce métier-là, clairement. Oui, les bons outils permettent effectivement, je rebondis sur ce que vous dites Thomas, permettent de dégager du temps aux prévisionnistes et d'aller vers, j'allais dire, la noblesse du poste, qui est pour moi une dimension relationnelle. C'est un poste interface, le prévisionniste, c'est le gardien du temps sur le processus avant tout, c'est ce qu'on attend de lui. Et il gagne à travailler avec toutes les composantes de l'entreprise, le marketing, le commerce, la supply prod ou approvisionnement. Donc, effectivement, les outils permettent de dégager ce temps-là pour aller vers cette évolution du poste 2.0, j'allais dire, sur le prévisionniste. Un autre sujet qui est important, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, la collaboration. Collaboration interne, donc entre les différents acteurs, et collaboration externe peut-être avec les fournisseurs, les distributeurs. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Nous, chez Colibri, c'est quelque chose qu'on a mis dès le début de la mise en place de la solution. Donc, le côté SaaS et cloud permet, excusez-moi, ce type de collaboration. Donc, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que déjà, commençons par collaborer en interne. Donc, avec le commercial, le marketing, pour justement partager le risque. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de nos clients aujourd'hui sur Colibri qui ouvrent des accès à des partenaires externes. Ça va être un distributeur spécialisé qui a l'exclusivité de mes produits sur un marché. Ça va être mon fournisseur qui va me fournir 80% de mes produits. Le partage d'informations devient de plus en plus important. Et donc, voilà, c'est une vraie tendance de fond, la collaboration extérieure également. Mais ce n'est pas la majorité aujourd'hui, ça vient petit à petit. Parce qu'il faut une notion de confiance, il y a une notion aussi le ressentiment de dire je donne de l'information à un partenaire, mais je perds un peu la main dessus. Donc c'est quelque chose qui se cultive et je pense que les cabinets de conseil, vous êtes en plein dedans sur ces problématiques-là. Thomas, vous confirmez ? Oui. D'ailleurs, on a eu un sujet assez récemment dans le monde brassicole et on a aidé finalement 3 acteurs, 3 sociétés différentes, un brasseur, un distributeur et un prestataire logistique à partager de l'information. Et là, il y a des freins, donc ce n'est pas des freins technologiques, parce que finalement les solutions existent, c'est des freins psychologiques, culturels. Et donc, finalement, on a mis en place un outil qui a permis à ces 3 entités de partager de l'information en ayant des gestions d'accès, évidemment, et donc ça se gère dans les outils. Et ça a été formidable, parce qu'on a réduit les ruptures, on a réduit toutes les transmissions de mails et appels, parce que est-ce que ma commande est préparée, est-ce qu'elle n'est pas préparée, est-ce qu'elle est en contrôle qualité, dans quelle situation on est, est-ce que j'ai les stocks, pas les stocks. Donc ça a permis d'avoir une fluidification des échanges, beaucoup plus de sérénité, éviter des doublons. Donc il y a un gain économique, il y a un gain en temps homme passé à des tâches inintéressantes, en énervement parce qu'on s'appelle. Donc le bénéfice a été immédiat et ça fait 2 ans que ces 3 acteurs utilisent cette solution-là et sont en train d'élargir progressivement. Mais ça, c'est finalement assez rare qu'on ait des outils qui soient vraiment pensés ou mis en place pour un ensemble d'acteurs économiques indépendants les uns des autres. Oui, Fabien. Oui, peut-être effectivement, je rebondis sur ce que vous dites là, parce que c'est un point intéressant. Nous, on a également la perception, sur notamment le marché de la distribution et du négoce, d'une ouverture, en fait, plus forte vers l'externe, et notamment les fournisseurs, dans un but de sécurisation des transactions et des quantités finalement à approvisionner, c'est-à-dire une collaboration qui permet un cercle vertueux de plus d'échanges en vue d'être plus fin sur effectivement ce qu'on va pouvoir approvisionner, ce qu'on va sécuriser, ce qu'on va négocier, même au niveau achat. Et donc là, on a des exemples sur des filières, par exemple pénuriques, comme les filières bio, dans lesquelles on est beaucoup chez ASAP, également des exemples dans des négoces lointains, de l'approvisionnement avec de l'import lointain, sur lequel, à l'heure actuelle, vraiment, il y a une tendance à énormément vouloir anticiper de plus en plus loin pour sécuriser à la fois la marchandise, le container et les transactions douanières et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc vraiment une ouverture pour sécuriser en fait l'activité de l'entreprise. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de conseils et d'accompagnement. Vous travaillez beaucoup avec vos clients sur ces sujets-là ? C'est un des sujets, effectivement, c'est un des sujets vraiment
vraiment fort et un sujet clé, c'est-à-dire là au niveau, donc si je garde l'exemple du négoce distribution, il y a des pratiques, des choses qui se mettent en place assez innovantes et sur lesquelles un éclairage en fait guidé dans la manière d'utiliser la plateforme peut vraiment rendre service dans le cadre finalement de la mise en place du projet usuel. Donc vraiment une tendance forte dans cet aspect effectivement plus large de sécurisation de l'approvisionnement. J'ai un complément à apporter aussi sur la collaboration, c'est qu'elle peut prendre des formes différentes selon le marché aussi. Alors nous, c'est des industriels, mais on vient de terminer par exemple un projet de portail web collaboratif sur des clients qui travaillent plus en B2B. Leurs clients sont des industriels. La manière d'appréhender la collaboration, même d'un point de vue outil, si votre marché c'est du B2B ou si votre marché c'est de la GMS, nous on observe des pratiques différentes selon les outils. Quelquefois on va être sur des portails web collaboratifs comme ce client que je viens de vous citer. Quelquefois ça va être plus des actions directement sur des séances de travail avec le prévisionniste en séance. Voilà, la collaboration peut vraiment prendre diverses formes autour des outils. Yes. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions dès maintenant. On me fait signe en régie qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées, mais n'hésitez pas, donc elles feront l'objet de la réponse de nos experts à la fin de leur présentation. Alors, une question aussi que les utilisateurs se posent beaucoup, c'est comment ces outils-là s'intègrent dans une architecture informatique qui est déjà en place, qui existe déjà. Comment je peux intégrer mon APS à un ERP, par exemple? Est-ce que tous vos outils s'intègrent facilement? Enfin, comment ça se passe? Chez Colibri, on a pris le parti pris de faire un outil qui est nativement cloud. Donc déjà, ne se pose pas la question de la place dans l'écosystème IT du client, de se dire, sur quel serveur je vais le mettre, comment je vais faire communiquer nos outils. Donc nous, clairement, on a fait le postulat de se dire que Colibri va venir en support des applications ERP ou autres, donc un petit peu au-dessus de la mêlée, j'ai envie de dire. Par contre, on va pas se mentir, il y a quand même besoin d'interfacer des données. Ça, un outil sans données, ça sert à rien. Mais par contre, derrière, avec la possibilité du cloud d'utiliser des ETL automatisés, donc de simplifier au maximum pour les PME, on en a parlé tout à l'heure, l'extraction et l'intégration des données. Les technologies déjà assez anciennes apportent beaucoup. On peut parler des web services par exemple, qui devient quelque chose de technologiquement de très utilisé pour l'interopérabilité des systèmes, la fameuse interopérabilité, donc qui permet de faire du synchrone entre les différents systèmes. Nous, on est cloud également, effectivement, on adopte ces nouvelles technologies pour s'interfacer au mieux et de manière la plus fluide possible et la plus temps réel, j'allais dire, avec les systèmes d'information en place. Donc il y a vraiment une ouverture sur les nouveaux systèmes, sur les différents acteurs ERP du marché, les SAP et autres. Tout à fait. Nous, côté ASAP, on va évidemment dans ces directions-là aussi. Puis on a aussi une tendance à avoir de l'aspect interfaçage finalement beaucoup plus dynamique et sous forme finalement de librairie ou de bibliothèque, avec notamment des aspects d'API qui permettent d'avoir une approche peut-être plus évolutive, plus dynamique pour un client donné, dans un contexte donné, et qui permet une ouverture également sur le monde extérieur avec de la data qu'on peut aller charger, sourcer et alimenter le process. Donc il y a un aspect effectivement d'évolution vers ce type d'interface qui permet aussi de s'interfacer, des fois de s'intégrer chez des clients qui ont effectivement de l'ETL, de l'ESB, des outils vraiment adaptés à ça, qui traitent la donnée, qui peuvent agir comme plateforme intermédiaire entre les différents systèmes. Donc on est vraiment il y a une grosse évolution quand même depuis une quinzaine d'années sur quelque chose qui est beaucoup plus ouvert à tous les niveaux. Donc effectivement, nos logiciels s'insèrent complètement là-dedans. Je pense c'est une évolution forte quand même de l'informatique. Dans la cartographie qu'on voit en ce moment à l'écran, encore une fois dans le cadre de notre livre blanc, effectivement, on a interrogé beaucoup d'acteurs sur cette notion d'interface, parce qu'on sait bien que choisir un outil c'est très bien, mais ensuite la difficulté c'est pas tant son paramétrage que son interfaçage. Donc oui, depuis 10-15 ans, les systèmes d'interfaçage ont énormément évolué et facilitent grandement la mise en place de nouvelles solutions. Un élément intéressant qu'on a pu observer, c'est que il y a des solutions qui sont, peut-être qu'on l'évoquera sur la couverture fonctionnelle des logiciels, mais il y a des solutions qui sont natives web et qui donc sont pensées comme ça dès le début et intègrent tout cet interfaçage un peu plus facilement, quand même, entre guillemets, que les solutions qui étaient plutôt on-premise et qui sont un peu plus anciennes. Donc il y a un peu cette dichotomie dans les acteurs.
Et l'autre élément que je mentionne, c'est sur la couverture fonctionnelle. Certaines solutions sont relativement récentes et sont pensées tout de suite pour avoir une couverture fonctionnelle relativement large par rapport. Donc je suis en forecast demand et je suis en supply, donc aval, amont, et pour couvrir l'ensemble de la chaîne jusqu'au MRP potentiellement avec la prod. Donc il y a la notion de largeur de la couverture et de profondeur. Donc je suis à une maille très agrégée, annuelle, famille, et je descends jusqu'à la maille la plus fine de la SKU et pour son stockage ou pour sa fabrication. Et donc, voilà, certains outils ont été pensés nativement avec cette largeur et cette profondeur. D'autres ont une couverture relativement large, mais c'est l'agrégat de plusieurs briques en fait qui ont été intégrées, rachetées, et donc les interfaçages au sein même de l'outil sont parfois pas aussi naturels et aussi simples. Donc il y a vraiment une diversité en termes de solutions en fonction de leur ancienneté finalement qu'il faut bien appréhender. Je pense quand on souhaite s'équiper en fonction de son besoin. Et voilà, donc c'est un point je pense qui est assez intéressant et qu'on développe dans notre. Quand est-ce qu'il sera disponible le livre blanc? En avril. En avril. Donc dans 2-3 semaines. Et pour se le procurer, donc, il faut aller sur le site. Adameo.com et on pourra effectivement télécharger sans aucun problème. Ce sera certainement intéressant. Je referme la page de pub. Mais c'est sûr, ce que vous dites intéressant, c'est le référentiel, parce qu'effectivement, le côté master data, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de données, beaucoup de systèmes, et on voit de plus en plus de clients qui nous disent, mais finalement, quel système sera mettre et sur quoi, et nous demandent de les guider à ce niveau-là, et je trouve qu'il y a aussi une tendance forte d'urbanisation quelque part du SI, dans lesquels finalement, on a tous un rôle à jouer, un conseil à donner, et la supply tend à avoir un positionnement de plus en plus large, on va dire, sur le référentiel de la donnée. Les clients disent finalement la donnée la plus à jour n'est pas forcément celle qui est dans l'ERP, alors que l'ERP a traditionnellement ce rôle-là. Et donc là, il faut aussi reposer le débat et se poser la question quand même de la bonne urbanisation. C'est-à-dire qui a la main et sur quelles données pour que ça reste quelque chose d'intégré et surtout de cohérent à tous les niveaux d'utilisation. Et donc là, on nous consulte souvent pour avoir un conseil là-dessus. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, effectivement, on est beaucoup plus dans le temps réel finalement que l'ERP. Ouais. Je rejoins ce que dit Fabien et sur effectivement l'urbanisation du système d'information et où est la donnée référentielle finalement. On a un bel exemple assez fréquent dans nos projets de prévision, c'est le référentiel promotion en fait. Je peux vous dire qu'un dossier sur deux, c'est vu, le référentiel promo est vu plutôt avec un système maître ERP, et un dossier sur deux, finalement, notamment sur des PME, finalement, vous allez assez loin sur la gestion des promotions. Pourquoi pas mettre le workflow même d'initiation de la promotion, c'est-à-dire sa gestion, on va dire, au-delà, à côté de sa prévision, directement dans le module de prévision. Donc ça, c'est vrai que c'est des questions pratiques qui arrivent en phase de cadrage des projets. Et auxquels les systèmes d'information doivent s'adapter. Voilà. C'est pas pareil, si vous récupérez des promotions de l'extérieur, vous allez mettre à disposition un tuyau d'entrée, ou si au contraire vous exposez votre référentiel promo qui est dans votre module à des modules de CRM par exemple, ou des choses comme ça. Et donc là, il faut prévoir les sorties. Un autre exemple aussi dans la data, je pense qu'on va tous être d'accord, la master data dont on utilise dans les outils de prév, c'est le référentiel produit. Généralement, dans l'ERP, on va avoir des classifications par famille, par gamme. Ça, c'est souvent, historiquement, des gammes, des familles qui sont d'un point de vue production. Quand un prévisionniste va vouloir agréger ses historiques de vente par famille de produits, il risque de mélanger en plus des comportements qui sont différents. Donc déjà, même la première data qui est commune à toute l'entreprise, qui est la hiérarchie produit, puisqu'on va la retrouver dans les outils de reporting ou autres, va déjà parfois être un peu trop limitante pour le prévisionniste. Donc par exemple sur Colibri, et je pense que c'est le cas de certains d'entre vous, on va faire de la clusterisation comportementale pour dire finalement on n'agrège pas bêtement entre guillemets par des hiérarchies qui ne te parlent pas, mais plutôt par comportement de produit. Et donc finalement même cette première donnée qui est juste la hiérarchie produit, qui est commune dans toute l'entreprise, est déjà un peu limitante pour le prévisionniste dans son travail de tous les jours. Alors on a parlé tout à l'heure des grands événements imprévisibles. Il y en a qui sont plus limités mais qui sont aussi très perturbants. C'est ce qu'on appelle les facteurs exogènes. Ça peut être des blogueurs par exemple ou des blogueuses qui vont parler d'un produit et puis qui vont provoquer des réactions inattendues au niveau de la demande. Ça peut être des éléments météorologiques aussi qui peuvent aussi perturber. Et on sait qu'il y a énormément de produits qui sont météo-sensibles. Je crois que 40%, on dit à peu près 40% des produits sont météo-sensibles. Comment vous intégrez
ces données-là dans les outils? Est-ce que d'abord, on peut les intégrer ou pas? Alors nous, dans le cadre de la plateforme ASAP, effectivement, on a une démarche qui est de contextualiser ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il faut remettre un petit peu les choses à leur place. C'est-à-dire que des fois, c'est des phénomènes finalement très peu reproductibles et qui ont eu un gros impact, mais qu'on n'est pas intéressé quelque part de finalement cataloguer comme tel et peut-être reproduire. Donc là, on va corriger quelque part l'impact que ça a eu et repartir sur quelque chose de plus finalement comme c'était avant. Et puis, il y a des fois des tendances de fond et effectivement des données exogènes qui convient de brancher quelque part et d'alimenter dans le système de prévision. Et dans ce cas-là, donc de manière contextualisée, quelqu'un qui est plutôt un data scientist, plutôt qu'un consultant traditionnel, à ce niveau-là, vient compléter l'équipe, dans notre cas, et vient avoir une réflexion vraiment ponctuelle dans un cas bien précis pour ensuite industrialiser éventuellement une démarche pour un cas donné. Donc on a beaucoup de clients météo-sensibles. C'est évidemment un cas très adapté. Et dans ce cas-là, voir effectivement l'impact d'une hausse ou d'une baisse de température dans un contexte donné pour une famille de produits donnés. Par exemple, des jus de fruits, des sirops de fruits qui peuvent être très météo-sensibles, mais finalement de manière assez inattendue selon le moment de l'année auquel se produit le phénomène météorologique. Il y a des bruits imprévisibles aussi. Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que, à une certaine époque, vous aviez injecté dans l'outil, je crois me rappeler, des éléments justement météorologiques avec Météo France. Ça en est où? C'est tout à fait intéressant. C'est des démarches qui se poursuivent, qui sont finalement, alors la plupart d'entre nous, la météo, ça a été un cas, notamment dans l'agro, évidemment, qu'on a eu en premier, mais après, ça va vers plein d'autres sujets. Ça nous a servi également de base, finalement, de méthode. Comment s'y prendre, comment le data scientist va faire pour aller finalement cruncher, chercher la donnée, la traiter. Et aujourd'hui, on est ouvert sur plein d'autres sujets, mais effectivement, c'est quelque chose qui a été complètement initiateur, en tout cas dans notre cas. Après, c'est pas une réponse magique non plus. Il faut savoir raison garder. Si on est pragmatique, la météo, c'est très utile pour corriger son historique, son passé. Par contre, au-delà de 15 jours, avoir une prévision météo fiable, c'est impossible. Ça n'existe pas. Météo France n'a pas de boule de cristal. Donc, se dire que je vais faire de la prévision sur 18 mois avec de la météo, on arrive déjà en quelques secondes à la limite du raisonnement. Par contre, les variables exogènes ont un intérêt certain pour le nettoyage historique. Mais par contre, il faut bien garder en tête que si on veut faire de la prévision corrélée avec ces variables exogènes, quelles qu'elles soient, il faut l'avoir dans le futur. Un peu comme un tuteur va guider une plante pour pousser, si vous n'avez pas de tuteur, votre plante ne va pas pousser aussi loin. Donc c'est exactement la même problématique. Donc il y a déjà, comme l'a dit Fabien, je partage son point de vue, beaucoup de travail en amont, d'intelligence pour trouver les corrélations. Faire attention aux corrélations fallacieuses, parce que là-dessus aussi... Intéressant ça. On peut peut-être creuser qu'est-ce que vous appelez corrélation fallacieuse? C'est typiquement, à première vue, de présumer qu'une variable a un impact sur mes ventes, et donc de dire, il y a une liaison mathématique entre ces deux-là, et de se rendre compte que ce n'est pas le cas. J'invite tous les auditeurs à aller sur le site Spurious Correlation, qui est un site très intéressant, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Par exemple, vous allez dessus, une des corrélations connues, c'est le nombre de noyades aux États-Unis et le nombre de films de Nicolas Cage par année. Et là, vous avez deux courbes qui se superposent mathématiquement parfaitement. C'est une corrélation fallacieuse. Et pourtant, mathématiquement, il y a une corrélation. Donc derrière, ça sous-tend de se dire, j'ai deux événements qui sont très liés les uns aux autres, mais en fait, non, c'est pas le cas. Et ça arrive tout le temps, quand on creuse et quand on fait des projets de data science. Alors c'est très drôle, Mehdi, parce que justement, hier soir, on avait un événement pour les 10 ans d'Adameo, et on m'a parlé de ce site, on m'a parlé de ces corrélations fallacieuses que je rencontrais, et auxquelles on est confronté de temps en temps dans notre métier. Et moi, ça me fait penser à deux choses. Il y a des outils qui apparaissent, qui sont très jeunes, et qui sont plutôt basés sur de la data, intelligence, et qui disent pouvoir tout faire. Et qui sont plutôt portés par des mathématiciens, des data scientists. Je pense que l'élément essentiel, c'est pas l'algorithmie. Aujourd'hui, on a des puissances de calcul, on a de la data, et on peut tester tout un tas d'algorithmes. La valeur ajoutée, elle est sur la connaissance métier, comme Fabien l'évoquait. C'est parce qu'on va bien connaître le métier et l'activité qu'on va être en capacité de proposer une solution qui soit adaptée. Et après, on viendra peut-être sur tout le côté machine learning. Mais donc, ça, c'est un élément important. Et pour reprendre la question également que vous posiez tout à l'heure, Jean-Philippe, sur les éléments exogènes. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années chez Coca, on travaillait justement sur la prévision et on n'avait pas de matière première, on n'avait pas la capacité à intégrer ces données. Aujourd'hui, la plupart des outils, et je suis tout à fait d'accord avec Mehdi,
dit sur l'aspect météorologique, mais la plupart des outils permettent d'intégrer de la data additionnelle, beaucoup pour du correctif d'historique, mais également pour du prédictif, avec notamment, moi je pense sur les matchs de foot, c'est-à-dire qu'on travaille notamment pour de la distribution de boissons. Les matchs de foot sont anticipables, on sait quand est-ce qu'ils vont avoir lieu, au match de rugby ou quelconque événement, et ça c'est intégrable, et il y a une vraie évolution ou un vrai impact. Un McDo à proximité d'un stade de foot, clairement sa consommation n'est pas du tout la même, et ça c'est intégrable. Et c'est vraiment des éléments qui sont intéressants et qu'on peut aujourd'hui rentrer dans les outils, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a 10-15 ans. Et puis, il faut que ça apporte du ROI aux clients aussi. Hein. Nous, notre vécu, c'est un peu le même que ce que disait Mehdi ou Fabien. Nous, la variable exogène numéro 1 dans notre secteur d'activité, c'est la météo, effectivement. Nous, on a implémenté avec un client qui fait des brochettes l'été, des produits barbecue, donc vous imaginez bien l'aspect météo sensible très très fort. Et cette question du ROI était au centre, à la fois avec notre client, avec le fournisseur de coefficients qui était effectivement une filiale de Météo France et avec nous-mêmes, pour voilà, qu'est-ce que je vais gratter en termes de points de prévision par rapport à ce que je fais déjà. C'est de ça dont on parle. Il faut replacer le débat aussi au bon niveau. Il y a déjà un processus de prévision qui est à un certain niveau chez le client, il apporte déjà de la valeur. La question, c'est qu'est-ce qu'on va gratter en intégrant des coefficients météo pour normaliser, on va dire, revenir à des normales météo. Qu'est-ce que je vais gratter en point de prévision? On revient à la question du ROI que j'évoquais en début de session sur qu'est-ce qu'on va y gagner par rapport au coût associé. Voilà. Mais il y a des débouchés. Ouais. Certains éditeurs parlaient de demand sensing. Est-ce que c'est un concept qui vous parle? Qu'est-ce que ça apportait le demand sensing dans les prévisions? Moi, je relie ce mot principalement, peut-être à tort, à la scénarisation des scénarios de demande et très très vite derrière à l'impact que ça peut avoir sur un processus SNOP global, c'est-à-dire il n'y a plus forcément un scénario de demande type établi, consensuel pour tout le monde, mais de la sensibilité à apporter, avec les informations que peuvent apporter les uns les autres sur les hypothèses associées. Et comment ces différentes sensibilités, je vais les modéliser pour voir leur impact sur mes plans de charge usine, sur mes plans d'approvisionnement en matières critiques, sur ma distribution, et faire un peu de la sensibilité et collecter aussi collecter la donnée au plus près de la demande aussi, c'est aussi ça. Nous, on a un cas client qu'on a présenté récemment lors d'un événement où on a travaillé pour une société qui s'appelle Corteva et qui fait des phytos et des semences et des protections des récoltes. Et on a fait un outil à destination des commerciaux pour les aider c'est un outil d'aide à la décision, pour les aider à d'abord avoir une information fiable quand ils vont visiter l'agriculteur et ensuite remonter une information plus fiable également tout le long de la chaîne afin de pouvoir produire de façon cohérente et d'anticiper, puisqu'on est dans le domaine agro, donc les semences, il faut les anticiper un an avant, donc produire les semences de façon cohérente et également alimenter les différents canaux de distribution, puisque c'est des modèles de vente via distributeur, et donc alimenter les canaux de distribution de façon cohérente. Donc il y a vraiment capter la demande de façon plus fiable, mais également pouvoir faire jouer en fonction d'arbitrage de est-ce que j'ai telle semence, pas telle semence, est-ce que finalement elle a mal germé et donc je ne suis pas en capacité de la produire et donc il faut que je livre différemment. Et donc ce jeu de scénario, d'hypothèse peut être joué très rapidement maintenant dans les outils pour en évaluer les impacts et pouvoir décider. Encore une fois, 15 ans en arrière, on n'avait pas les puissances de calcul, on n'avait pas la data et donc ces scénarios étaient très complexes à élaborer. Aujourd'hui, en quelques secondes, on a un scénario, on peut l'évaluer et on peut réallouer nos ressources. On est dans l'APS, Advanced Planning System, on planifie et donc on peut réallouer nos ressources de distribution, de production. Avant de passer aux questions des internautes, un petit mot sur l'intelligence artificielle. On l'a très rapidement abordé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut apporter dans les prévisions et l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? On y croit forcément. Il y a un vrai impact sur certains cas qu'on a déjà évoqués, les historiques courts, les lancements produits, les clusterisations en fonction de lancement de magasins ou de collections. Il y a vraiment des cas complètement adaptés et ça apporte, là encore, en fonction d'un contexte donné. Donc on est beaucoup à contextualiser les choses, en tout cas dans nos approches, à dire finalement, certains projets ont
peu d'intérêt réellement à aller investiguer ça, mais l'intérêt est plutôt de mettre en place déjà un socle, et là, quelque part, des statistiques usuelles peuvent être complètement adaptées. Et dans un certain nombre d'autres cas, on va vraiment aller chercher, ça peut se faire d'ailleurs en plusieurs étapes, c'est souvent le cas, ça peut aller chercher finalement des lots additionnels pour aller plus loin en prévision avec le client, une fois le processus installé, aller chercher des cas d'utilisation de la data. Et là, effectivement, on a la chance d'avoir à la fois des puissances de calcul et de l'accès à des librairies ou à des choses tout à fait adaptées à ça maintenant, et puis aussi forte évolution sur le marché de la formation des consultants ou des data scientists, des formations tout à fait adaptées à ces rôles-là qu'on n'avait pas en tant que tel il y a encore 10 ans. Donc il y a vraiment eu une évolution également du paysage académique, et ça c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui on est à la croisée des chemins et ces deux choses-là sont disponibles. D'un côté la puissance de calcul, l'aspect informatique, de l'autre côté les formations et enfin le client qui peut tirer un maximum de ROI de l'intégration de tout ça. Donc effectivement c'est très, très intéressant. Je rejoins Fabien sur les terrains d'application qui sont apportés par cette technologie. On peut reciter aussi la prévision des promos, j'y reviens encore, mais sur la base d'une base de connaissances, encore une fois, qui est le matériau de base pour utiliser du machine learning sur cette thématique-là, et puis de critères connus de la promo, les dates, les clients impactés, on peut modéliser, calculer des impacts promotionnels qui restent une aide à la décision, attention, c'est-à-dire que derrière il y a de l'humain pour valider les choses. Il y a aussi des applications sur la dépollution des historiques de l'IA qui sont reconnues. Voilà. Puis ce que j'ajouterais aussi, c'est l'aspect technologique, c'est-à-dire effectivement le fait que nos solutions soient en cloud. Voilà, on s'ouvre vers les technologies cloud aussi, la puissance de feu, c'est un peu comme un iceberg où vous voyez l'APS en frontal, mais derrière il y a des systèmes enfouis qui sont appelés par les APS notamment, et des moteurs de calcul très puissants qui ne peuvent être appelés que dans un contexte cloud en fait. Donc le cloud change beaucoup la donne aussi sur l'IA. Oui, Mehdi. Notre point de vue, je partage tout à fait votre vision. On a juste peut-être aussi, c'est de se dire, dans le contexte d'une PME, le besoin initial, c'est souvent de remplacer Excel. Nous, on vise les primo-accédants. Donc, des fois, quand vous regardez que vous avez 50% de fiabilité, que de passer à un outil robuste va vous faire passer à 85% et de passer à l'IA à 87%, il faut mettre des étapes. Donc nous, notre philosophie, c'est de se dire, bien sûr, on va pouvoir mettre de l'IA, ça va simplifier le travail de l'utilisateur, mais il faut y aller étape par étape. Et voilà, d'abord, quittons Excel avant de faire du XGBoost ou de l'intelligence artificielle dans le cloud, et allons-y par étapes. Mais l'idée d'un outil comme Colibri, c'est d'accompagner justement la maturité du client et d'ouvrir des portes au fur et à mesure en fonction de sa maturité et de ses besoins. Dans le cadre du livre blanc, encore une fois, on a vraiment interrogé les éditeurs et des utilisateurs. Et donc je ne vais pas prendre un contre-pied, mais c'est un peu schizophrénique. C'est-à-dire que les éditeurs ont absolument besoin de se positionner sur de l'IA, parce que marketingment parlant, c'est indispensable. Mais le marché n'est pas mature, n'est pas prêt. Donc il faut présenter ça, c'est indispensable, et beaucoup ont ces capacités, compétences, mais évidemment, le marché, pour le moment, a besoin déjà de s'outiller, de savoir lire de la donnée, d'avoir des données propres, de la nettoyer, avant de pouvoir éventuellement mettre des couches d'IA. Et la première couche, c'est le machine learning, c'est-à-dire arriver à faire apprendre et à corriger de la donnée en lui disant telle information est pertinente, pas pertinente, et du coup progressivement lui faire produire une prévision un peu plus juste, sachant que c'est vraiment, il y a tellement de données maintenant que les capacités des outils permettent finalement à l'homme d'avoir un support pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Il y a vraiment cette question du ROI qui revient, qui infuse toujours autour de ces questions-là. Vous avez un patron de PME en face de vous, voilà, la grosse question qu'il va vous poser, c'est combien ça rapporte votre logiciel et le processus qui va avec. Moi, je sais ce que ça va me coûter. Donc voilà, le ROI, c'est très important, et je rejoins Mehdi sur le fait qu'il y a bien des essentiels à mettre en avant avant de travailler ces aspects-là. C'est un peu comme les variables exogènes tout à l'heure. On va passer aux questions des internautes. Hervé, si tu m'entends. Oui, bonjour à tous. On vient de parler d'IA, justement. Donc, quelle est la durée d'une mise en place pour la prévision avec une IA par rapport à une prévision simple, et quels sont les coûts liés ? Là, ça va pas être évident de donner des coûts, mais... Ça dépend vraiment du contexte. Réellement, il y a des démarches d'IA qui peuvent être quand même relativement rapides, et d'autres qui, au contraire, se font dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut distinguer le temps du projet et le temps d'utilisation et le temps long. C'est-à-dire,
l'amélioration du processus de prévision, c'est quelque chose qui s'insère dans un certain horizon. Et donc là, le client qui vraiment met en place une certaine démarche d'IA temps long va avoir intérêt à mettre en place peut-être en interne des processus adaptés, des gens qui vont le faire vivre et au fil de l'eau. Et effectivement, un accompagnement dans la durée avec un partenaire. Et l'éditeur, s'il est dans la boucle, dans notre cas, évidemment, on va être dans ce cycle-là. Donc je dirais que c'est très variable, en fait, en tout cas de ce qu'on voit nous. Nous, on a une approche très packagée de l'IA, de se dire voilà, quel est le champ d'application, puisqu'on a vu ensemble que ça peut être la promo, la prévision, la clusterisation. L'idée, nous, c'est de clusterer, de packager ça au maximum en fonction du besoin et de lui proposer, par exemple, pour la clusterisation de produits. Derrière, finalement, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? C'est de la data. Le client a la data, la démarche, elle est assez rapide. Par contre, avoir un algorithme qui, lui, est spécifique avec telle ou telle variable, là, on est sur des champs beaucoup plus longs, comme l'a dit Fabien, où il faut de l'accompagnement. Donc, c'est assez difficile de répondre de manière très précise. Tout dépend du champ d'application que le client veut. Puis au milieu de tout ça, il y a la maturité du client qui est un facteur énorme. Vous devez le vivre en tant que cabinet de conseil qui joue énormément sur la durée d'appréhension du projet. Donc, quelle est la question? À quelle question précise on veut répondre? Donc, en fonction de la nature de la question, on va pouvoir effectivement avoir des projets qui, en 2-3 mois, peuvent être réalisés. Parce que c'est une question qu'on a posée à l'ensemble des éditeurs, la durée de mise en œuvre, et avec toute la difficulté de répondre en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la couverture fonctionnelle. Mais en 2-3 mois, on peut avoir des solutions déployées pour des questions relativement simples. Et puis, on va aller à 6 mois, 1 an, en fonction du périmètre géographique, en fonction de la couverture fonctionnelle qu'on peut voir un peu derrière. Donc, du nombre de rêves, tout ça. Ouais. Voilà. Hervé. Que pensez-vous des outils sur plateforme collaborative de type Anaplan et Board qui ont des modules prévision? Donc ça, c'est, disons, un peu l'approche financière de la prévision, c'est ça? Et même l'approche très customisable de ma vision. C'est-à-dire que là, on est vraiment à un chemin, un clivage vraiment entre ce que veut le client, entre l'ultra-personnalisation et la bonne pratique packagée. Avec ce type de solution, on n'est pas du tout sur les mêmes, par rapport à Colibri, en tout cas je parle en mon nom, on n'est pas du tout sur la même approche. Anaplan ou Board, vous allez construire des écrans qui vont répondre spécifiquement aux besoins du client, qui sont figés dans le temps. Et il faut déjà avoir une certaine maturité ou savoir ce qu'on veut. Et derrière, on ne va pas se mentir, il faut avoir les moyens de ses ambitions parce que ce type d'outil nécessite de vivre régulièrement, nécessite de la mise en place versus des outils beaucoup plus packagés comme nous où là, on arrive sur étagère avec des produits. Et la principale différence, à mon sens, c'est la simulation. C'est-à-dire que ces outils sont plutôt, je les classerais plutôt outils de BI, si vous voulez, avec ce que disait Mehdi, quelque chose d'assez figé et statique finalement. Alors que ce que veulent les industriels, notamment en tout cas ce qui nous concerne, c'est de la simulation. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je force le chiffre et quel est l'impact que ça va avoir sur mon entreprise au sens large, sur mes différentes ressources. Donc c'est très puissant pour du reporting à mon sens, ce qui par ailleurs est fait à mon sens dans nos solutions, mais et peut-être plus poussé encore. Mais par contre sur le côté simulation, pour moi on touche rapidement aux limites, quoi. Bon, de toute façon, ils sont pas là pour répondre, pour se défendre. C'est juste des approches qui sont nouvelles. Effectivement, c'est des outils qui sont relativement neufs sur le marché au moment de la supply. Des outils qui étaient plutôt sur le domaine de la finance, qui sont venus aux opérations, je veux dire, sur le tard. Un petit peu comme aujourd'hui, les APS classiques viennent à la finance aussi maintenant. Donc ils se rejoignent parce que effectivement, cette dimension financière intègre de plus en plus les outils de prévision, de planification. Il y a bien ces deux approches. Fonctionnellement, je dirais, il y a deux aspects, le fonctionnel pur, le transactionnel ou décisionnel dans le cas présent, et effectivement, les deux peuvent se rejoindre. Fonctionnellement, c'est clair qu'on ne fait pas le même projet, je pense, avec un outil comme un APS et un outil comme ça. Fonctionnellement, le client qui est à la recherche vraiment d'un processus structuré de prévision, fonctionnalité avancée, gestion de cycle de vie, promotion, enfin on a évoqué pas mal de cas. Clairement, c'est plutôt du côté de l'APS qui va trouver des réponses, en tout cas des réponses préconfigurées, des fonctionnalités prêtes à l'emploi et donc un apport immédiat par rapport à son besoin. Merci. Question suivante. Est-ce que le classement et le positionnement de vos outils est spécifique à l'environnement français? Quid des outils de modélisation statistique comme SAS et O9 pour la gestion des prévisions? O9. Alors, je vais répondre parce qu'on a fait la cartographie. Vous êtes bien placé. Alors, c'est très intéressant parce que la maturité sur ces outils en France ou à l'international n'est pas du tout la même.
Hein. Donc, nous, dans la cartographie que l'on a fait, on a été plus large, puisqu'on a intégré Onine, par exemple, Kinaxis, enfin voilà, il y a tout un tas d'acteurs européens, et certaines de vos solutions d'ailleurs sont installées au niveau européen. Donc la cartographie n'est pas exclusivement française, mais il y a clairement une différence de maturité, de compréhension et d'utilisation de ces outils entre la France et le reste des pays. Et donc, les fonctionnalités qui sont utilisées aujourd'hui en France versus l'étranger ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, la couverture fonctionnelle et la façon de répondre aux problématiques des clients et des industriels, ou des distributeurs et autres, n'est pas exactement la même en fonction de l'origine ou la nationalité ou l'émergence de la solution. Voilà. Qu'est-ce qu'apporte justement, puisqu'on en parle Onine par rapport aux autres outils? Après, encore une fois, un peu comme un implant, ils sont pas là pour parler. Comment vous l'avez placé, par exemple c'est la jeunesse de la solution qui fait typiquement que ils mettent en avant cette largeur de couverture fonctionnelle et cette capacité à descendre et à agréger de la data, vraiment au niveau SNOP, planif, mais à descendre quasiment à un niveau MRP, donc à la maille la plus fine. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment mis en avant. Et puis après, ce qu'ils mettent en avant, c'est le côté cloud SaaS et capacité algorithmique qu'il y a derrière. Ok. Quelles recommandations auriez-vous et que comportent vos solutions sur l'élaboration non pas d'une prévision, mais d'un couloir de demande, éventuellement probabiliste? Alors ça, c'est un sujet qu'on a intégré pour le coup assez tôt et même dès le début chez ASAP avec finalement l'incertitude prévisionnelle et le fait de proposer non pas une prévision mais finalement je dirais justement un couloir avec un minimum, un maximum en fonction de critères comme des taux de service, des choses comme ça. Donc même avant de parler de sujets je dirais d'IA ou autre, c'est quelque chose qui est intrinsèquement disponible en prévision statistique et qui aujourd'hui trouve une déclinaison encore plus forte en fonction de scénarios qui peuvent être plus complexes. Donc c'est un sujet effectivement, l'idée d'avoir une incertitude prévisionnelle et de l'utiliser comme vecteur en fonction de d'autres calculs possibles. Je rejoins Fabien, c'est des choses assez classiques dans les systèmes de prévision, ces corridors d'incertitude finalement. Et puis si on veut aller jusqu'au bout, le calcul des stocks de sécurité qui vont derrière en fonction de l'incertitude de la demande. Là on est vraiment sur la composante statistique de nos modules. Il y a bien d'autres composantes. Le but étant que le corridor soit le plus étroit possible quand même, non ? Le but étant de faire collaborer les gens pour arriver effectivement à une incertitude minimale. Mais ça peut être intrinsèque au marché. Déjà déterminer ce corridor, c'est déjà une information en soi. En fait, c'est déjà une bonne chose de savoir s'il est large ou pas. Ça permet de prendre la bonne décision. Donc l'idée, je pense, derrière, c'est de minimiser le risque. Après, que ce soit statistique, collaboratif, la finalité est la même. D'accord. Alors, une question de cybersécurité. Vous décrivez des systèmes ouverts, facilement interfaçables. Comment est assurée la sécurité des données ? Alors là, nous on est acteurs du cloud, donc ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est que vous êtes plus sécure à héberger un système de prévision en cloud qu'à le faire sur votre site vous-même. Vous êtes plus les hébergeurs classiquement sont des professionnels de l'hébergement de solutions et de la sécurité. Et puis régulièrement, nous, à titre personnel pour VIF, on a des audits de sécurité qui tiennent à notre métier, en fait, qui sont impératifs et que nous demandent nos clients pour justifier d'un bon niveau de sécurité. C'est un pan entier de notre métier que de satisfaire ces exigences de sécurité. Mais le cloud, clairement, est un bon argument. Oui, parce que c'est des éléments, des données extrêmement sensibles que vous gérez. Tout à fait. Quand on fait de l'aide au choix, c'est-à-dire que quand des clients industriels, retailers ou autres nous sollicitent pour aider à choisir les outils, l'aspect cyber est un des éléments du cahier des charges pour évaluer effectivement si les différents outils répondent à certaines exigences. Donc c'est un des critères de choix parce que les protocoles, processus ou politiques cyber des différents éditeurs ne sont pas exactement les mêmes. Et donc c'est un des éléments sur lesquels on peut juger, évaluer en fonction de la criticité de la data et des secteurs d'activité. On est en aéro, on est dans le luxe, on est dans l'agro. Les contraintes ne seront pas les mêmes. Encore une question. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous pourriez expliquer la corrélation fallacieuse ? Nicolas Cage. Allez. En un mot, c'était de se dire que voilà, intuitivement, on peut imaginer que deux données, deux séries temporelles ont un lien de
corrélation, c'est-à-dire qu'elles sont imbriquement liées les unes aux autres. Et en fait, quand on creuse ou quand on va un peu plus loin, on se rend compte qu'en fait, elles sont parfaitement indépendantes. Et donc ça donne dans l'esprit des gens une fausse impression qui est de se dire mes ventes sont corrélées à telle information et de prendre la mauvaise décision. Donc c'est un pan entier du machine learning et de l'IA. C'est pour ça que c'est compliqué de répondre avec assurance, de dire combien de temps ça prend, parce qu'il y a tout un tas d'élimination de contraintes, de travail en amont, de vérification. Donc voilà, l'idée, c'est pas de débattre plus, je serais ravi d'échanger avec vous sur cette partie-là, mais voilà, c'est un des pans obligatoires de la notion de corrélation quand on veut faire du machine learning. C'est d'ailleurs un pan qui n'est pas forcément bien apprécié, parce que c'est vraiment du travail en chambre de la part des équipes, data scientists, pour bien appréhender et être sûr que les conclusions ou les ratios, la prévision, les couloirs et les corrélations qui sont construites entre les différentes séries de données sont pertinentes. Et ça, quelqu'un qui est juste data scientist mais qui ne connaît pas le métier peut rapidement avoir des conclusions erronées. Merci. Un dernier tour de table. J'aimerais simplement que vous nous disiez, parce qu'on pourrait comme ça avoir l'impression que vous faites tous un peu le même métier, mais qu'est-ce qui fait le point fort de vos solutions respectives? Quelles sont les spécificités ou les arguments que vous mettez en avant pour convaincre un prospect de faire le choix de votre outil? Vous souhaitez répondre? Je peux commencer, c'est bien de me parler. Nous, on l'a un peu évoqué déjà, notre position historique agroalimentaire et industrie de process, c'est les spécificités fortes de notre secteur, tout simplement, la gestion des promos, les produits frais, on en a parlé. Il y a aussi, on a beaucoup parlé de prévision, mais j'aimerais élargir aussi, évidemment, à tout le scope du supply chain planning. Nous, chez VIF, on a des solutions de supply planning derrière, de SNOP notamment, avec une appréhension pleine et entière de la partie industrielle. Nous, on est une équipe des industriels, donc si on ne leur montre pas à un moment donné un plan de charge ou des besoins en matière critique, qu'on ne leur parle pas usine, ça va être compliqué. Donc il y a aussi tout cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, évidemment, quand on choisit un logiciel de préf. C'est la suite aussi, ce qui va permettre d'avoir un ROI complet sur toute la supply, quoi. Et puis, il y a une question d'accompagnement aussi. Nous, on est assez proche de nos clients, on a ce terreau historique PME, même si on équipe aussi des ETI, des grands comptes. Quand on choisit un partenaire, il y a aussi cette dimension humaine qui est très importante. Et pour VIF, en tout cas, c'est vraiment dans notre ADN. Ouais. Oui, Nous, sur Colibri, on se positionne plutôt, comme je le disais tout à l'heure, en primo-accédant, c'est-à-dire qu'on a créé Colibri pour les PME qui n'avaient pas les moyens d'acheter des outils du marché, donc la marche était trop grosse. Donc le positionnement de Colibri fonctionnel, c'est du Sales and Operation Planning jusqu'au plan de prod, 100% cloud, avec une forte orientation utilisateur, donc vraiment pensé pour les utilisateurs qui n'ont pas que ça à faire. Et donc l'idée aussi, un petit point aussi un peu différenciant, je dirais, c'est que 50% de nos équipes sont en R&D. Donc on a un leitmotiv qui est de dire l'innovation ensemble, c'est nos clients qui nous font évoluer l'outil dans le bon sens. Donc là, régulièrement, l'outil a des nouvelles fonctionnalités basées sur les retours des clients. Donc voilà, l'outil, on le co-développe avec nos clients, on le fait évoluer régulièrement. Merci. Fabien. Dans le cas de la plateforme ASAP, je dirais qu'un point clé, c'est quand même la richesse fonctionnelle, puisqu'elle existe depuis plus de 20 ans. Donc le module prévision en fait partie. Et effectivement, les modules qui viennent le compléter derrière de planification ou de distribution. Donc richesse fonctionnelle et accompagnement finalement avec un savoir-faire qui vient aussi du fait qu'on est là depuis un petit moment et donc on peut guider le client finalement à structurer son process, lui proposer des accélérateurs sur certaines parties, des best practices, donc vraiment un accompagnement personnalisé qui permet d'accompagner la démarche. Merci et Thomas, donc un livre blanc donc pour faire le bon choix. Nous, c'est un petit peu particulier puisqu'on n'est pas fournisseur de solutions. En revanche, on accompagne nos clients dans leur transformation, leur montée en maturité sur la maîtrise de l'ensemble du process SNOP et notamment de cette prévision. Et donc, effectivement, on a ce livre blanc qui, j'espère, va permettre de contribuer, au même titre que ce débat, à une meilleure compréhension du paysage et aider l'ensemble du secteur à pouvoir s'équiper, s'outiller. Nous, qu'est-ce qu'on apporte? On apporte de la vulgarisation, on apporte de l'aide à la sélection. Alors, d'abord, on peut faire de l'étude d'opportunité. Est-ce que c'est pertinent ou pas de s'équiper? Pas toujours. Quand même, étude d'opportunité, aide au choix, et on accompagne le déploiement. Donc on est vraiment depuis la réflexion jusque on tourne le bouton et l'outil fonctionne et permet d'améliorer le ROI et le mode de fonctionnement d'entreprise. Merci à vous pour ce débat passionnant. Merci à vous qui l'avez suivi et qui, j'espère que vous avez
pu entendre des choses intéressantes qui vous ont éclairé sur la manière et les bonnes questions à se poser avant d'investir dans un outil de prévision. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau débat dans le cadre des mercredis de la Supply Chain sur le plateau de Supply Chain Village. Merci.